Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui au programme, c'est la plus grosse arnaque de ma vie. Jean Dujardin donc revient sur son Oscar gagné pour le film The Artist et Ryan Coogler qui va faire le reboot de X-Files pour de très mauvaises raisons. C'est parti. Et comment vous comptez faire, lieutenant? Eh bien, à mon avis, en ce moment, vous servirez plus la police en travaillant avec moi aux relations publiques. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Alors on va commencer cette news donc par Jean Dujardin, et non, je ne vais pas revenir sur ses propos qu'il a tenus sur le journal, je sais plus, je crois de France 2, dans lequel il dit que parler de la France, enfin aimer la France plutôt, on est tout de suite taxé de facho. Je vais vous dire pourquoi j'en parle pas, tout simplement parce que ça va pas être très intéressant, parce que après je vois venir les gens dans les commentaires, il y en a qui vont me dire non mais il a raison, machin, l'autre non, il a tort, de toute façon il est devenu un gros facho et tout ça, machin. Et tout ça va pas être très intéressant, ça va finir par m'énerver parce que finalement on va partir dans des débats complètement stériles. Non, par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'il est revenu sur un film dans lequel il a joué, vous vous en souvenez, donc The Artist, et là, qu'est-ce qu'il a sorti? C'est la plus grosse arnaque de ma vie. Donc il raconte une anecdote, je crois c'est sur RTL, je crois, et il dit en gros voilà, après avoir gagné l'Oscar, je me suis enfermé dans les toilettes, je regardais l'Oscar comme ça et je me suis mis à rire parce que je me suis dit c'est pas possible que moi j'ai gagné cet Oscar-là. Je parle souvent de ce moment-là. Vous vous souvenez de quoi dans l'Oscar? Je me souviens d'un seul truc. Enfin, il y a plein de choses, mais il y a un truc qui revient souvent. Quand je termine l'Oscar, quand je termine de faire les interviews, parce qu'on en fait toute la nuit, jusqu'à 8h30 du matin. C'est-à-dire que je rentre dans la chambre, il est 8h30 du mat, on est au petit bleu, quoi. Et je m'enferme dans les toilettes de ma chambre, donc j'ai même pas besoin de m'enfermer, mais je m'enferme, et je regarde cet Oscar et je ris tout seul, en me disant c'est la plus grande arnaque de ma vie. C'est-à-dire que ça sera toujours la plus grande arnaque de ma vie. Alors, c'est assez marrant, c'est ça que je vais commenter, et on va essayer de tenter de comprendre pourquoi justement il l'a gagné, quoi. Et que potentiellement, oui, peut-être, ça peut être une arnaque, même si moi, vous le savez, j'ai toujours aimé ce film, et c'est pas parce que j'ai un pote qui a bossé dessus, genre Ludovic Bourse, qui a gagné d'ailleurs l'Oscar de la meilleure musique, et qui travaillait avec Hazanavicius depuis OSS 117 d'ailleurs. Non, il peut m'arriver de connaître des gens qui travaillent sur des trucs et que j'aime pas le film, mais là, vraiment, non, c'est vraiment un film qui m'a plu, et quand je le revois toujours avec plaisir. Voilà, bon, je suis désolé, je sais, vous allez me dire non, c'est pas bien, c'est nul, etc. Mais moi, j'aime ce film. Bon, mais je vais vous dire d'ailleurs, je vais revenir sur l'Oscar gagné par Ludovic Bourse juste après parler de comment ça se fait que Jean Dujardin a gagné cet Oscar? Parce que c'est vrai que c'est quand même, ça peut paraître un peu compliqué vu la compétition qu'il y avait sur les Oscars en 2012. Bon, alors c'est vrai que sur le film déjà, sur le réalisateur, Hazanavicius, donc il gagne l'Oscar du meilleur réalisateur à l'époque, il passe quand même devant Woody Allen, il passe devant Terrence Malick pour The Tree of Life, pour ceux qui ont adoré, bon, il passe devant Alexander Payne, et surtout il passe devant Martin Scorsese, qui avait à l'époque réalisé Hugo Cabret. Là, tu te dis, bon, ok, le film d'Hazanavicius, il est bien réalisé, et moi je le trouve bien réalisé. Enfin bon, passer devant Martin Scorsese, ça me paraît quand même un peu compliqué. Ensuite, sur le film en lui-même, parce que The Artist gagne quand même l'Oscar du meilleur film, il passe quand même devant Steven Spielberg, qui avait réalisé Cheval de guerre. Il passe devant, donc, encore une fois, Alexander Payne. Il passe devant Martin Scorsese, donc Hugo Cabret. Il passe devant Woody Allen. Il passe devant The Tree of Life. Bon, en gros, t'auras compris que c'est pas que c'est un hold-up, mais disons que c'est quand même compliqué vu la compétition qu'il y avait. Et maintenant, on en vient évidemment à Jean Dujardin. Et Jean Dujardin qui passe devant George Clooney. Bon, mais ça... à la limite, c'est pas grave, parce que moi, j'aime pas le jeu d'acteur de George Clooney. Mais il passe devant Gary Oldman pour un film qui s'appelle La Taupe. Et là, tu te dis, non, c'est pas possible. Jean Dujardin, il a un capital sympathie indéniable, il y a pas de problème là-dessus, je l'aime beaucoup. Mais tu peux pas passer devant Gary Oldman. C'est impossible, tu vois. Et pourtant, c'est lui qui gagne l'Oscar. Alors, ce qui est intéressant à noter quand même par rapport à la lucidité de Jean Dujardin à l'époque, parce que là, maintenant, il dit que c'est un hold-up, finalement, c'est une arnaque. Mais déjà, à l'époque, il s'en rendait un peu compte parce que beaucoup, dans la presse américaine, commençaient à le comparer avec Charlie Chaplin, quand même, à l'époque de la sortie du film. Et Jean Dujardin a refusé catégoriquement qu'on le compare à Charlie Chaplin, affirmant que Chaplin était unique, inédit et inimitable. Ouais, c'est quand même compliqué. Tu peux pas comparer Jean Dujardin à Charlie Chaplin. Non, ou à Buster Keaton, ou je sais pas, à qui tu veux. Et donc déjà, on voyait bien que
sur la considération de la presse américaine, ou voire peut-être même de la presse française, Jean Dujardin, il était quand même un poil lucide, quoi. Il n'est pas complètement ouf, tu vois. Enfin, ça lui est peut-être monté à la tête après, l'Oscar, tu vois, j'en sais rien. Mais en attendant, il savait quand même ce qu'il représentait. Et surtout, le truc très important, c'est qu'il faut remonter pour comprendre, en fait, ce succès, et peut-être d'autres vont le qualifier même de hold-up. Il faut comprendre que ce film, bon, de base, c'est un film français, hein. C'est clairement pas un film américain. Bon, c'est un film français, donc, qui est produit par Thomas Langman, donc le fils de Claude Berry, par sa société de production, donc La Petite Reine. Après, se sont mis dessus Canal+, Ciné Cinéma, etc. à l'époque. Bon. Et après, il y a les sociétés de distribution qui vont se mettre dessus. Donc, il y a Warner Bros France, hein, attention, pas Warner US. Et puis surtout, le coup de génie, et je dirais le coup de maître, c'est qu'à l'époque, la Weinstein Company, donc Harvey Weinstein, en 2012, va acquérir les droits du film pour la sortie aux États-Unis. Et il faut savoir qu'on est bien avant MeToo et compagnie, et il faut savoir qu'en 2012, qu'est-ce que représente Harvey Weinstein, et c'est super important, les films qu'il a produits ou distribués totalisent 300 nominations et 86 statuettes remportées. C'est colossal. Faut bien se rendre compte de ça. C'est pour ça que je vous fais chier des fois avec le jeu des Oscars. Parce que c'est hyper important de comprendre le poids que représentait, et pas que le poids physique bien sûr, mais le poids que représentait un mec comme Harvey Weinstein quand il a commencé à concourir pour les Oscars, quand ils ont fondé la Weinstein Company, quoi. C'est un truc de malade mental. Et en plus, sur les 86 statuettes remportées, honnêtement, il y a facile plus de 50% de films dont tu ne te souviens pas aujourd'hui. Alors oui, tu vas te souvenir des films produits par Harvey Weinstein, par exemple les films de Tarantino, tu vas t'en souvenir. Tu vas te souvenir de plein d'autres films, je ne conteste pas ça. Mais il y a quand même beaucoup de films produits par Harvey Weinstein dont tu ne te souviens pas. Voilà. Et pourtant, ça a remporté des prix majeurs aux États-Unis. Tout simplement parce que là-bas, il y a cette idée que, en gros, pour les Oscars, quand on fait la course aux Oscars, bah, plus tu vas mettre de thunes et plus tu as des chances de remporter les statuettes. Oui, c'est comme ça. Alors, ça se passe pas tout le temps comme ça. Il y en a qui disent que c'est une légende, il y en a qui disent que c'est vrai. Mais oui, bien sûr, il y a le lobbying qui est fait. Et le lobbying se fait à coût de millions de dollars. Et c'est vrai que Harvey Weinstein, quand il remporte l'Oscar du meilleur film, genre Shakespeare in Love, devant Le Soldat Ryan, tu vas pas me faire croire qu'il a pas allongé les billets, quoi. C'est pas possible autrement. Voilà. Donc, il est clair que Harvey Weinstein, on savait, il est réputé pour ça. Alors, il n'y a pas que lui, hein, parce qu'il y a d'autres studios aussi qui le font, hein. On va pas tout lui mettre sur le dos. Mais c'est vrai que lui, c'était quand même un habitué de ce truc-là. Et donc, on peut quand même se poser la question par rapport à The Artist. Et il y a même un journaliste américain qui va dire un truc très vrai et très pertinent. L'excellent travail de communication de Harvey Weinstein, qui aurait savamment réussi à faire oublier qu'il s'agissait d'un film français, chose facilitée par l'absence de dialogue, les cartons de texte en langue anglaise et les mouvements de lèvres de comédiens révélant une série de phrases prononcées en anglais. Et c'est là le coup de génie, c'est là le coup de poker. C'est-à-dire, mais des deux producteurs, hein, aussi bien français d'ailleurs que américains. C'est-à-dire qu'ils ont tenté ce coup de poker, avec le réalisateur aussi, tenté ce coup de poker de se dire, putain, on va produire un film quand même, faut y aller, hein. Produire un film en noir et blanc, muet, qui rend hommage au cinéma américain des années 40, 50, etc. Là, tu te dis, c'est quand même un truc de fou. Ils ont tenté ce coup de poker, ça a cartonné, ça a marché. Bon, on va pas non plus leur en vouloir. Et c'est pour ça que certains vont le qualifier un peu de hold-up. Parce que il a réussi à faire passer ce film français comme un film américain, et évidemment en hommage au cinéma américain. Et surtout que, je le redis, il y a dû avoir forcément beaucoup d'argent allongé sur la table. Donc ça explique aussi peut-être pourquoi Jean Dujardin est passé devant Gary Oldman, est passé, le film est passé devant Steven Spielberg, le film est passé, etc., etc. Et donc je reviens à mon pote donc Ludovic Bourse, avec qui justement j'avais discuté de l'Oscar gagné. Je me souviens encore d'ailleurs de cette soirée mémorable quand il avait gagné l'Oscar. Je n'en revenais pas. C'est quand même quelqu'un voilà, avec qui on faisait des teufs et tout, machin. Et puis d'un seul coup, je vois ce pote gagner l'Oscar. Enfin, c'était quand même surréaliste. Et il faut savoir que Ludovic Bourse passe devant 2 fois John Williams, puisque John Williams était nommé pour les aventures de Tintin plus Cheval de guerre. Il passe devant Howard Shore,
compositeur donc quand même de la BO du Seigneur des Anneaux, mais pas que, et il avait composé à l'époque donc la musique de Hugo Cabret pour Scorsese, et il passe devant aussi le compositeur de La Taupe. Et c'est vrai que pour moi, bon, qui gagne l'Oscar, moi j'ai beaucoup aimé cette BO. Est-ce que ça surpasse pour autant le travail de John Williams sur Cheval de Guerre? J'en suis pas certain. Mais c'est vrai que j'en ai discuté même avec lui, sans dénigrer ce qu'il avait fait et sans dénigrer le fait qu'il ait gagné un Oscar. C'est vrai qu'il m'a dit, passer devant John Williams et tout ça, c'est quand même surréaliste. Il y a un côté vraiment lunaire, quoi, tu vois. Donc peut-être que lui aussi, c'était une façon de dire, bon, est-ce que cet Oscar a été véritablement mérité? Je n'en sais rien, mais voilà. En tout cas, par rapport à cette fameuse lucidité de Jean Dujardin qui avoue bien volontiers que c'était une carotte, que c'était une arnaque, à quand on pourra dire la même chose avec le César reçu par Omar Sy sur Intouchable, où lui-même pourra se dire ouais, je suis un peu une carotte quand même. Peut-être même à la limite toute sa carrière est une carotte, mais quand est-ce qu'il aura la lucidité de se dire ça? J'en sais rien. Allez, maintenant on passe donc à la deuxième news et là on part sur X-Files, Ryan Coogler. Donc Ryan Coogler, hein, le réalisateur donc de Creed, de Sinners, de Black Panther, il faut savoir qu'il va rebooter X-Files. Et là, déjà, premier coup de gueule, on ne touche pas à X-Files. Tu peux toucher à tout ce que tu veux, tu peux rebooter tout ce que tu as envie, bon, sauf Retour vers le futur, tout ça, mais je veux dire, tu peux rebooter, mais X-Files, tu ne touches pas à X-Files. C'est pas possible. Et les mecs se sont dit, on va refaire X-Files, on va rebooter X-Files. Et alors, quand t'entends les raisons, t'as envie de te pendre. Ryan Coogler dit qu'il a signé pour développer un reboot de X-Files parce que sa mère est une grande fan de la série originale. Je veux faire le bien pour elle et pour les fans. Ma mère a lu certains des textes que j'ai écrits pour la série, elle est ravie. Et il faut savoir que Ryan Coogler, il a fait son premier film Creed parce que son père a adoré la franchise Rocky. Donc en gros, les parents maintenant, ils deviennent producteurs exécutifs, tu vois. Moi demain, je suis réalisateur, c'est pas parce que j'ai découvert, je sais pas, moi je dis une connerie, E.T. avec ma mère et que j'ai adoré et que je trouve que c'est un chef-d'œuvre que d'un seul coup, je vais vouloir le rebooter. Alors, bref, je sais pas, il faut peut-être, tu vois, savoir raison garder. Alors plus sérieusement, c'est vrai que y a eu la signature d'un contrat de 5 ans entre donc Disney qui possède X-Files puisque c'est la Fox et la société de production Proximity détenue par Ryan Coogler et en gros ils ont un deal de 5 ans pour la production de séries télé. Et enfin en tout cas de production télévisuelle. Et ils n'ont pas trouvé mieux à faire que de toucher à X-Files. Je veux dire, ils auraient pu faire autre chose. Ils auraient pu même inventer des nouveaux concepts. Non. Ils se disent, putain, X-Files, c'était tellement de la merde qu'on va le rebooter parce que nous, on va en faire peut-être quelque chose de mieux, tu vois. Et je vais vous dire ce que ça va donner, ce reboot d'X-Files. Ça va donner ce qu'a fait Jordan Peele il y a quelques années sur le reboot, remake, je sais pas quoi, là, de la 4e dimension. Ça va donner ça. C'est-à-dire une version woke. Mais alors totalement woke et surtout dénué de tout intérêt parce qu'il va faire quoi? Il va reprendre des scénarios certainement déjà existants. Jordan Peele, quand il a fait la 4e dimension, c'était une cata. Hein. Mais c'était une cata à tous les niveaux. Hein. Casting, réal, inventivité. C'est-à-dire que tout ce qu'avait mis en place Rod Serling dans les années 60, il l'a complètement dévitalisé et ça a donné vraiment une purge, alors que la 4e dimension, il y a de quoi faire. Mais évidemment, quand on le transforme à l'aune des problèmes de la société de maintenant, ça devient compliqué. Et surtout, on peut s'inquiéter encore une fois, puisqu'en 2023, Chris Carter, donc le créateur de la série X-Files, déclarait que cette version signée Ryan Coogler profiterait d'un casting plus diversifié. Voilà. Bon, tu vois où je veux en venir, t'as compris. Mais moi, j'ai envie de te dire que c'est pas le problème que le casting soit plus diversifié, en fait. Le problème, c'est les scénarios. Ils sont où? Ça va être quoi? Les réalisateurs, ça va être qui? Est-ce qu'on va retrouver l'ambiance du X-Files qu'on aimait? Est-ce qu'ils vont pouvoir composer le même type d'histoire aussi originale qu'on avait eu dans les années 90? Moi, je m'en fous du casting plus diversifié, c'est pas le problème. Où sont les scénaristes? Qui sont les scénaristes? Et ouais, et quand tu vois que on t'annonce ça, genre ouais, parce que ça va être bien, parce que casting plus diversifié, tu fais bon, ok, d'accord, ça va être une purge, c'est sûr. Et maintenant, donc sur ce fameux casting, donc Daniel Deadwyler a été dans le viseur un petit peu pour peut-être interpréter, je sais pas moi, Fox Mulder, mais apparemment pour l'instant c'est pas confirmé, il ne peut pas confirmer ni le nier non plus, et il en va de même pour les apparitions possibles des stars originales de X-Files, donc Gillian Anderson et David Duchovny. Donc attention, à mon avis, hein, je peux me tromper, mais je suis sûr, je sais pas pourquoi, un rendez-vous dans quelques temps quand il y aura la sortie et qu'on fera la critique, je vois un étron mais se profiler, mais comme jamais quoi.
Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait, likez, partagez comme d'habitude, et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.